Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. La vie en vrai un peu spécial qu'on vous propose aujourd'hui à l'occasion de la célébration du 8 mai 1945. On évoque bien sûr la fin de la Seconde Guerre mondiale sur le sol européen, faut-il le préciser. Nous sommes ce matin avec Dominique Lormier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous êtes historien, écrivain, éminent spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Vous nous parlez donc ce matin de votre dernier livre qui est sorti la semaine dernière aux éditions du Rocher. Ce sont les vérités cachées de la Seconde Guerre mondiale. Vous bousculez bon nombre d'événements fondateurs d'une lecture qui est souvent considérée comme officielle, on peut le dire, de ce conflit, notamment sur le sol français, on va y revenir. Vous insistez sur la réécriture de ce conflit par les Américains. Vous piétinez un petit peu la lecture anglo-saxonne, en fait, de la Seconde Guerre mondiale. Elle n'a créé que des mythes, selon vous ? Énormément. On a une vision totalement réductrice de cette période, justement du fait de la propagande hollywoodienne des États-Unis, qui a martelé à travers de nombreux films, comme Le Soldat Ryan, où on voit pas un seul soldat français ou britannique dans le film. Où, par contre, il y a eu une vision beaucoup plus, je dirais, plus pluraliste dans le film Le Jour le plus long, là où on voit véritablement tous les alliés. Mais effectivement, l'historiographie anglo-américaine a une vision extrêmement réductrice. Et vous avez le film également de Christopher Nolan, Dunkerque, où on voit pratiquement pas un seul soldat français, alors que ce sont les Français qui ont couvert le rembarquement des troupes britanniques à Dunkerque. Donc j'essaye d'avoir, moi, une vision pluraliste des choses, une vision de la voie du milieu, je dirais, en évitant aussi bien le dénigrement systématique que l'apologie béate. C'est assez surprenant, ce qui fait énormément parler, bien sûr, dans ce roman, c'est le chapitre que vous consacrez à la résistance française. Vous parlez de voie du milieu, ça se vérifie énormément dans ce chapitre-là. Vous venez piétiner, en fait, cette idée reçue, qui est vraiment propagée en France, que la gauche était forcément résistante à l'époque et la droite forcément collaborationniste. Au contraire, même, semblez-vous démontrer. Alors, ce que je démontre, c'est qu'il y a eu autant de gens de droite que de gauche dans la résistance et autant de gens de droite que de gauche dans la collaboration. Alors, notamment dans ce chapitre, vous avez deux cas tout à fait intéressants à étudier. Ça a été notamment le fait que les deux grands réseaux de la résistance française qui ont été la confrérie de Notre-Dame et le réseau Alliance, qui ont joué un rôle déterminant dans la victoire des Alliés par le fournissement de renseignements capitaux qui ont décidé du choix du débarquement en Normandie, étaient composés de gens issus plutôt de droite, et que les deux plus importants mouvements de la collaboration française, qui ont été le Parti populaire de Jacques Doriot et le Rassemblement national populaire de Marcel Déat, étaient surtout composés de gens de gauche. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous aviez en France un courant pacifiste de gauche extrêmement puissant, qui a été tellement pacifiste que durant l'occupation, ils ont choisi la voie de la collaboration avec les Allemands au nom de leur pacifisme. Vous avez le cas notamment de l'écrivain Jean Giono, qui s'est impliqué dans la collaboration avec les Allemands, et ainsi que bien d'autres. Vous égratignez beaucoup Sartre également, et Marguerite Duras. Vous dites que leur influence dans la résistance et dans les mouvements de résistance est totalement nulle. Oui. Alors qu'ils ont été érigés en mythe du mouvement résistant français. Ils ont été érigés en mythe après la guerre, parce qu'ils correspondaient à un courant de pensée qui était en vigueur à l'époque. Mais en vérité, au sein même de la résistance, ils ont quasiment rien fait. Et d'ailleurs, ça a été reconnu par un certain nombre d'auteurs. Donc, véritablement, ils n'ont pas joué de rôle déterminant dans la résistance. Même Sartre a même plutôt collaboré avec les Allemands, et Marguerite Duras a été s'occuper de l'imprimerie des publications qui avaient qui étaient donc publiées sous l'occupation. Donc, véritablement, il n'y a pas eu de véritable résistance de leur côté. Ils n'ont rien fait, je dirais, de particulièrement infâme en collaborant, et rien fait de particulièrement glorieux en résistant. En résistance. Pourtant, la gauche a quand même résisté. C'est l'un des premiers réseaux de résistance connus du Musée de l'Homme. Le 17 juin 40, c'est celui fondé à Bordeaux par Charles Tillon, notamment, qui était membre du Parti communiste français. Ça, on ne peut pas le nier non plus. Absolument. Je l'ai rappelé d'ailleurs dans mes livres. Il y a eu le cas de Guingouin, Georges Guingouin. Ce sont d'ailleurs des gens qui ont été exclus ensuite du Parti communiste parce qu'ils sont rentrés dans la résistance dès 40, et ils n'ont pas attendu l'invasion de l'Union soviétique en juin 41 pour rentrer dans la résistance. Ça leur a été reproché par les staliniens d'après-guerre. Donc ils ont été exclus par la suite, alors que ça avait été des résistants de la première heure. Il y a un autre point très sensible, évidemment, dans votre livre. Vous parlez des disciples de Charles Maurras, des partisans de Jean-Marie Le Pen, dont l'antisémitisme de ces deux personnes n'est plus à démontrer, où
démontré à plusieurs reprises. Et vous dites que ces disciples de Charles Maurras, ces partisans de Jean-Marie Le Pen, ont été des résistants très actifs, voire même parfois héroïques. Vous comprenez que c'est difficile à entendre pour certaines personnes. Vous en avez eu, parce que disons que le Front National, c'est une auberge espagnole. Dans sa création, vous avez des anciens résistants et vous avez également des anciens collabos, mais qui ont tous comme point en commun la haine du communisme à l'époque. Mais vous n'avez pas peur quand même de vous attirer les foudres un petit peu de ceux qui ont écrit, travaillé pendant des années sur l'antisémitisme maurassien, sur ce... De toute façon, l'antisémitisme maurassien, je le démontre très bien dans le livre. Donc, de toute façon, et en plus, moi, j'ai été partie prenante au procès Papon aux côtés des partis civils. J'étais un des premiers à soulever le problème de Maurice Papon, etc., aux côtés de Maître Gérard Boulanger, qui était l'avocat des partis civils. Donc, je dirais, là, je suis totalement inattaquable là-dessus. Simplement, je pense qu'il faut avoir une vision pluraliste des choses, de ne pas être sectaire et reconnaître qu'il y a eu des gens de différentes tendances, aussi bien dans la résistance que dans la collaboration. Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile encore aujourd'hui, Dominique Lormier, d'évoquer la collaboration, la résistance? Il y a énormément de tabous autour de ces sujets. Je dirais qu'il y a encore toujours une doxa ambiante de gens qui veulent imposer le diktat de la pensée unique. Heureusement, il existe des historiens libres qui veulent défendre véritablement la réalité historique. Et je citerai la maxime de Vauvenargues, les commentaires sont libres, mais les faits sont sacrés. Et les faits, justement, je les démontre dans le livre. Et ils sont d'autant plus accessibles désormais, maintenant que les archives de la collaboration sont ouvertes depuis 2015. Les archives de la collaboration sont maintenant consultables depuis novembre 2015. Et j'ai été un des premiers à y avoir accès, puisque j'ai publié un livre également sur les 100 000 collabos, où j'ai eu accès au fameux fichier des 100 000 collabos, et j'ai été le premier historien à y avoir accès. Un dernier mot, Dominique Lormier, ce livre, Les vérités cachées de la Seconde Guerre mondiale, c'est la preuve qu'on peut encore remettre en question ce qui nous est présenté comme une vérité indéboulonnable depuis bientôt 75 ans. Tout à fait. L'histoire a été racontée pendant 75 ans par les vainqueurs. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de reprendre la version des vaincus, il s'agit d'avoir une vision pluraliste des choses pour, je dirais, avoir véritablement touché le fond de la réalité des événements de l'époque. Et ce jour, le 8 mai 45, commémoration de la fin de la guerre, vous le redoutez dans la façon dont il est traité justement par le pouvoir notamment? Non, parce que je pense qu'on va mettre en avant le rôle actif, comme je le démontre dans mon livre, de la France. Là, n'oublions pas quand même que 75% du territoire français a été libéré soit par les Britanniques, soit par les troupes françaises ou les maquis, et 25% par les Américains. Donc, il est important d'avoir justement un regard pluraliste. Je rappelle également aussi que sur les 5 500 000 Allemands morts durant la Seconde Guerre mondiale, vous en avez eu 4 millions qui sont tombés contre l'armée soviétique et 1,5 million contre les alliés occidentaux. Donc je pense qu'il faut rappeler ces faits-là. Ce sont des faits, juste des faits, c'est à lire donc dans ce livre passionnant de Dominique Lormier, Les vérités cachées de la Seconde Guerre mondiale. C'est aux éditions du Rocher, c'est dans toutes les bonnes librairies depuis la semaine dernière. Merci beaucoup Dominique Lormier d'avoir été avec nous dans le Grand Matin Sud Radio. Il est 7h50.